directeur. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. On va parler évidemment de ce plan de relance que vous allez suivre de très près, donc à cette place de président de la commission des finances. Mais d'abord, cette question d'actualité sur le fait du jour, cette commémoration, Laurent en parlait à l'instant avec Gambetta, des 150 ans de la République. C'est Emmanuel Macron qui va présider cette cérémonie au Panthéon tout à l'heure à 10h. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire de rappeler les fondements de la République, car comme le dit par exemple le gouvernement, aujourd'hui, ces fondements seraient attaqués par un nombre grandissant de forces. Oui, c'est nécessaire, mais enfin, à un moment donné, il y a un effet de répétition. On parle beaucoup des valeurs de la République. Ce qui est important, c'est les actes qu'on met en place, la manière de gouverner qu'on a pour essayer de préserver ces valeurs et les faire progresser. Moi, je vois bien que le débat sur l'ensauvagement de la société, il est fondamental parce que les Français le vivent comme ça. Il y a beaucoup de brutalité, il y a beaucoup d'héroïsme, il y a beaucoup de solidarité, il y a des choses merveilleuses dans la société française. Mais il y a aussi une très grande brutalité gratuite. Donc vous partagez ce diagnostic sur l'ensauvagement qu'a verbalisé Gérald partage Darmanin, le diagnostic. Éric Dupond-Moretti, par exemple, dit c'est pas comme ça. Probablement pas nouveau, mais je partage le diagnostic sur l'idée qu'il y a des Français qui sont totalement... qui n'ont aucune valeur, justement, et pour lesquels la vie, le respect, la propriété, la dignité n'ont plus aucune valeur. Donc il faut évidemment le rappeler. Alors soit on décide de rester comme il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans, soit on considère qu'une société, elle doit aussi progresser dans cela. Donc j'attends des actes. Et j'attends aussi du président qu'il dise clairement qu'il ne peut pas y avoir de débat entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. C'est pas possible. En faveur du ministre de l'Intérieur, si je vous comprends bien. Les deux ministres doivent aller ensemble. Et évidemment, il n'y a pas de police efficace, il n'y a pas de justice efficace et vice-versa. On en vient donc au plan de relance. Jean Castex a beaucoup insisté hier sur les 100 milliards, cette somme record colossale, inédite, mise donc à la disposition de ce plan de relance. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? C'est pas assez? C'est la bonne somme, 100 milliards d'euros? Je rappelle que vous, en 2008, vous étiez ministre du Budget et vous aviez consacré 26 milliards 4 fois moins un autre plan de relance après la crise de l'époque. La crise, elle était 3 à 4 fois moins importante en termes de récession. Donc les choses peuvent être comparables. Moi, les montants, en réalité, personne n'en sait rien. En tout cas, c'est des montants gigantesques et c'est des montants, à un moment donné, qui se traduisent par de l'endettement de la France. Donc c'est un effort. Et j'ai un peu peur, parfois, que derrière tout ça, ce soit aussi une bombe à retardement. Et qu'on se retrouve avec une dette vertigineuse et l'incapacité, à un moment donné, de la rembourser, ou l'incapacité aussi de résister à d'autres crises. Donc, il faut mesurer les choses avec justesse. Je trouve qu'il y a une avalanche de milliards. Il y a une avalanche de milliards depuis des mois qui pose question, car il n'y a jamais une parole pour dire comment on finance, sur combien de temps, avec quels efforts. Et la meilleure des relances entre nous, c'est quand même la réforme du pays. C'est la réforme qui n'a pas lieu. Donc nous avons besoin d'une réforme en profondeur du pays, sur la place du modèle social, sur la vraie solidarité qui devrait être entre nous, sur le niveau de la dépense publique, sur le niveau de l'imposition. Alors tout ça est abordé de façon un peu désordonnée dans ce plan. Le Premier ministre a dit hier que la réforme des retraites, par exemple, puisque vous dites que les réformes n'auront pas lieu, eh bien elle se fera. Vous n'y croyez pas? Je ne le crois pas. Je pense que peut-être des morceaux de réformes se feront. La réforme qui était laissée au milieu du gué, c'est une réforme qui était incompréhensible et donc incomprise par les Français. Donc il fallait la simplifier. Mais on a vraiment besoin d'avoir une nouvelle réforme des retraites. Et donc un plan de relance, ça peut pas substituer un véritable effort de réforme. Ça peut pas se faire. Et j'ai un peu peur que le plan de relance soit un prétexte à cela. On verra bien. En tout cas, il faut de la relance. Oui. Nous avons demandé dès le mois d'avril à ce qu'on mette en place un plan de relance. Et on voit bien que ce plan de relance, il est aussi très tard. Il arrive tardivement par rapport à d'autres pays. Il y a des mesures qui prendront effet très tardivement. Alors sur les mesures, justement, vous avez posé hier un certain nombre de questions à l'Assemblée nationale au ministre de l'économie. Vous êtes, par exemple, interrogé sur la conditionnalité des aides versées aux entreprises. Pourquoi ça vous choque qu'on demande aux entreprises d'être aidées, plutôt qu'on leur propose de l'aide, mais qu'en échange, elles s'engagent à embaucher? Pourquoi ça vous pose un problème? Parce que comme d'autres, je vois beaucoup de plans sociaux qui arrivent. Aujourd'hui, on est encore en fin de phase d'anesthésie. Donc le malade, il se
il se réveille tout doucement, la consommation repart, mais tout d'un coup, l'arrivée dans le réel et dans la réalité va être très brutale. Il y a des plans sociaux un peu partout. Il y a des entreprises qui ne passeront pas Noël. Donc c'est ça la réalité. C'est une augmentation massive du chômage. Donc il faut faire quelque chose. Donc il faut aider. Beaucoup de mesures auront des effets un peu tardifs par rapport à cette actualité de l'automne. Donc j'appelle, moi, le gouvernement à mettre en place les choses très rapidement. Et s'il y a trop de conditionnalité aux aides, c'est-à-dire qu'on met plein de conditions pour obtenir tel ou tel type d'aide, alors que les entreprises sont déjà extrêmement endettées. Dans ce cas-là, c'est comme si vous demandiez à un malade, écoute, je suis médecin, je vais te sauver, mais enfin, il y a un certain nombre de conditions à ça. Non, c'est pas ça. On a besoin de sauver les entreprises. Les conditions, c'est pour la vie normale, c'est pas pour la vie ou la survie exceptionnelle. Mais certains syndicats, à l'inverse, font valoir que de grandes entreprises comme Air France ou Renault ont reçu des aides très importantes, notamment sous la forme de prêts, et dans le même temps ont annoncé des plans de suppression d'emplois. Vous avez raison, mais on est dans une question de survie. Donc on n'est pas dans une question de vie normale. Évidemment que c'est mieux qu'Air France verdise. D'ailleurs, l'argent qui lui est versé est conditionné par cela. Mais si on a un plan de relance très conditionné par multitude de mesures, très à la française au fond, extrêmement encadré, très administratif, très technocratique, très centralisé, ça ne marchera pas. On est dans un exercice de survie. On n'est pas dans un exercice de réforme profonde, même s'il y a une accélération de la transition écologique. Dans l'encadrement, vous y rangez la création aussi il y a le plan de relance et le plan tout court, dont François Bayrou va être le nouveau commissaire. C'est une idée qui vous séduit? C'est un exercice aussi très français, pas nécessairement au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on hyper centralise. Le plan de relance, c'est de l'hyper-centralisation à nouveau, alors que de la précédente crise, celle des Gilets jaunes, on avait tiré l'idée ou l'enseignement qu'il fallait plus de décentralisation, rapprocher et le retour d'un commissariat au plan, c'est la même chose. L'hypercentralisation, je pense que c'est plutôt pour faire plaisir à François Bayrou ou pour continuer à ce que le président de la République ait un dialogue apaisé avec François Bayrou avant l'élection présidentielle. Alors l'élection présidentielle, justement, votre parti, les Républicains, va tenir ce week-end, je cite, un grand rendez-vous de la jeunesse en région parisienne. Vous attendez plus de 1000 militants, mais évidemment la question qui est dans toutes les têtes, c'est celle de la présidentielle. Vous avez choisi un candidat, vous y pensez? Comme Christian Estrosi, vous dites peut-être c'est Emmanuel Macron qui serait le meilleur candidat pour la droite. D'abord, il faut travailler sur le fond, et les Républicains travaillent activement sur le fond. Il y a une diversité de talents, c'est pas de la langue de bois, c'est la vérité. Donc il y a beaucoup de personnalités qui peuvent, à un moment donné, partir à l'élection présidentielle. Il faut bien une incarnation. Il y a une élection présidentielle, la Ve République, à un moment donné, ça se termine par un seul candidat. Et vous le voyez, vous la voyez, cette personne? Non, pour l'instant, il y a des candidats. Je pense qu'il y aura un processus de sélection. Soit le processus, il est naturel. Ça se fait naturellement parce que les sondages, quelqu'un écrase tous les sondages. Finalement, ce serait la meilleure solution. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça peut changer, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Dans ce cas-là, il faut une méthode un peu plus artificielle de désignation. Il faut qu'on en parle. Vous avez dit soit il y en a un qui se dégage, soit vous rangez derrière Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Soit une méthode artificielle, soit une méthode de désignation d'un candidat pour les Républicains. Si les Républicains n'ont pas de candidat, alors à ce moment-là, c'est la mort de la droite républicaine. Et je pense qu'on a évidemment notre place dans l'échiquier politique. Enfin, c'est une histoire, la droite. C'est des convictions, c'est des principes, c'est beaucoup de choses. D'ailleurs, on l'a vu aux élections municipales. Aux élections municipales, les électeurs sont allés vers, évidemment, les élus de droite.